Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Bienvenue à cette formation qui a comme titre Engager les élèves dans l'analyse des données avec Nathalie Giroux. Je vous donne certaines petites consignes avant de débuter. Premièrement, je tiens à mentionner que cette formation est enregistrée et qu'elle sera mise au cours des prochaines semaines dans le site, sur le site, ou en tout cas dans le site du Centre Franco. Merci de mettre vos micros en sourdine lors de la formation. Puis en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à justement utiliser votre micro, hein, même si on l'a mis en sourdine, mais pour les questions, alors on peut l'utiliser, ou encore utiliser la boîte de clavardage. Euh, si je termine en disant que j'aimerais ça remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario, sans qui cette formation n'aurait pas lieu aujourd'hui. Alors voilà. Donc, bonne formation à tout le monde et Nathalie, c'est à ton tour. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous. C'est l'été, c'est vos vacances. J'apprécie votre présence. Juste avant de commencer, je vous partage le formulaire de présence à remplir, s'il vous plaît. Donc, je l'ai mis dans la boîte de clavardage pour tout le monde. Et avant qu'on commence officiellement, j'aimerais reconnaître les territoires. C'est une reconnaissance générale, mais je vous invite à réfléchir à la reconnaissance des territoires euh, sur votre territoire à vous, sur l'emplacement où vous êtes en province. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous trouvons, comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, vous avez aussi la référence de cette reconnaissance. Donc, Louis m'a présenté brièvement. Euh, Certains d'entre vous peut-être me connaissez. Sinon, je suis Nathalie Giroux. Mon emploi principal est d'être conseillère pédagogique pour le CSC Mon Avenir. Donc, je suis située plus précisément dans la région du Niagara, mais je travaille sur l'ensemble de notre territoire et je travaille particulièrement depuis les dernières années en mathématiques. Donc, j'appuie les enseignants en mathématiques, principalement à l'élémentaire. Je suis aussi impliquée dans la FEMO depuis les 8 dernières années. Donc, j'ai été secrétaire pendant 4 ans. Et je dis 8, mais c'est 6 dernières années. Et je suis maintenant présidente de la FEMO depuis les 2 dernières années. Et vous savez, les ateliers la majorité des ateliers de mathématiques qui sont entre 11 heures et midi ont été coordonnés aussi avec l'appui de la FEMO. À la fin de la présentation, pour ceux qui voudraient communiquer avec moi ou qui auraient d'autres questions ou d'autres choses, je vais aussi vous partager mes adresses courriels, également le lien de la présentation. Comme on est relativement, Louis l'a dit, un groupe restreint, je vous invite, si vous avez des questions, vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à écrire dans la boîte de clavardage. OK, donc vraiment le résultat d'apprentissage pour aujourd'hui, je vais essayer de vous outiller pour vraiment engager les élèves dans le processus d'enquête et l'analyse de données. On va faire un survol de tout le domaine de données et réfléchir à comment on peut vraiment engager les élèves à l'aide de projets ou d'idées qui seraient un prolongement de ce qui se passe dans la salle de classe. Donc, pas juste développer des habiletés en mathématiques en surface, mais de voir comment, parce que le domaine de données, ce que j'adore de ce domaine-là, c'est que c'est un domaine qui est tout autour de nous tout le temps dans la vie quotidienne.
La majorité du curriculum de maths, on voit, hein, de faire des liens avec la vie quotidienne. Donc, je pense que c'est très pertinent pour le domaine de données. Et c'est surtout si on fait ça, la façon d'engager les élèves à ce qu'ils voient la pertinence d'apprendre les habiletés mathématiques liées au domaine de données, puis qu'ils s'engagent et s'investissent dans leur apprentissage. Puis quand on réussit ça, on a gagné la moitié de la bataille pour faire cheminer les élèves. Donc, avant vraiment qu'on commence à fond, vous êtes probablement tous soit en salle de classe ou soit conseiller pédagogique ou en tout cas, vous œuvrez dans les classes, c'est ça, peu importe votre année d'études. Selon vous, qu'est-ce qui serait important à garder en tête lors de l'enseignement du domaine de données? Donc, je vous invite à répondre dans la boîte de clavardage. Ça peut juste être un mot-clé. En attendant que vous réfléchissiez, je vous invite à lire ce que le ministère de l'Éducation, le processus d'enquête, merci beaucoup Thérèse, définitivement, la vie quotidienne, merci Marie-Francesca. Et je vous invite à lire ce que le ministère nous dit. Merci Rita. J'apprécie votre participation. C'est ce qui va faire que aujourd'hui, ça va être pertinent et intéressant pour vous. Avoir du sens définitivement, Julie. Donc, pour moi, quand je lis cette citation vient de la mise en contexte du programme cadre de mathématiques. Donc, on est dans un monde de données, les données abondent, elles sont dans notre vie quotidienne, elles sont partout. Donc, et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on veut que les élèves comprennent que il y a des raisons pour lesquelles on ramasse des données, puis il y en a tout autour de nous. On ramasse pas des données parce qu'un matin, on se lève, ah, on va ramasser des données, il faut apprendre ça. Il y a un but, il y a une raison. Et c'est important chez nos élèves de développer leur pensée critique vis-à-vis des données à travers tout le processus d'enquête parce que on veut qu'ils puissent utiliser leur pensée critique. C'est pour ça que dans le nouveau curriculum de maths, on a rajouté des diagrammes erronés, des données erronées, qu'ils voient l'analyse de ça, qu'ils comprennent, qu'ils puissent traiter l'information, l'analyser, la synthétiser, se servir des données, puis comprendre que si ces gens-là ont ramassé des données, il y a une raison. Donc, je crois que tout ça, ça se résume dans donner du sens à toutes ces données-là, puis comprendre qu'il y a une raison pour laquelle on ramasse des données. Donc, voici l'attente 1, D1 l'attente 1 du domaine donné. Donc, qui est, et là, je vous la lis, c'est surtout sur celle-là que je vais m'attarder ce matin, traiter, analyser des données, et pour moi, ce que j'ai mis en gras est le plus important. On ramasse des données, on traite des données, on analyse des données. Pourquoi? Parce qu'on veut formuler des arguments persuasifs et prendre des décisions. Donc, on a des intentions pour ramasser des données dans divers contextes. Et là, je reviens avec, puis il y a quelqu'un qui l'a mentionné aussi tantôt, dans des contextes de la vie quotidienne. Et là, je vous amène, il y a quelqu'un qui a mentionné le processus. Oh, avant que j'arrive avec le processus, vous voyez les trois, le curriculum a été divisé en trois grandes sections. La collecte et l'organisation des données. Ensuite, on a la visualisation des données qui est vraiment de les représenter. C'est là qu'on va faire les diagrammes. Au cycle moyen, on va se rendre aussi à créer des infographies. Et on a aussi l'analyse de données. Donc, là, je vous demande de réfléchir
je vous invite à écrire, si vous le désirez, dans la boîte de clavardage, sur quelle de ces 3 étapes-là en salle de classe, si vous réfléchissez à ce que vous avez fait l'année dernière ou par le passé, sur quelle étape passez-vous le plus de temps? Donc, pendant que vous réfléchissez, je vais vous partager mon vécu. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que je suis conseillère pédagogique, mais quand j'étais en salle de classe, parce que ces étapes-là étaient là avant. Donc, je vois, et ce que je vois aussi beaucoup par moment en salle de classe, c'est qu'on passe, on prend des questions de collecte et d'organisation de données qui sont plus ou moins pertinentes. Par exemple, on va faire un sondage pour savoir c'est quoi la couleur préférée ou l'animal préféré, mais c'est sans intention de base. Et on passe énormément, ou j'ai passé énormément de temps en salle de classe à faire des diagrammes et à montrer aux élèves comment faire de la visualisation et créer les diagrammes. Et oui, on faisait un petit peu d'analyse, mais je passais pas beaucoup de temps. Et là, je regarde ce que je dis. Il y en a plusieurs qui se rejoignent dans ce que je dis. Donc, et là, si j'avais à retourner en salle de classe, donc, je mettrais beaucoup plus d'emphase sur l'analyse de données et interpréter les données. Donc, comme on l'a vu tantôt, c'est une étape indispensable et c'est le but, parce que c'est l'analyse qui va nous permettre de formuler ces arguments-là, hein, en lien avec notre question qui, au départ, aurait dû être pertinente. Donc, derrière ça, c'est juste de voir comment on peut rebalancer le tout pour pas oublier des morceaux, puis pour donner une importance égale à chacun. Donc, et de vraiment comprendre comment l'analyse, c'est une étape indispensable parce que ultimement, c'est le but de l'attente. Voici le processus d'enquête, qui n'est pas à confondre avec l'apprentissage par enquête, qui est différent, par exemple, dans le programme d'études sociales. Donc, pour le processus d'enquête, on a au début cerner la situation, faire une collecte de données. Et ça, dans notre curriculum, c'est le collecter et organiser les données. Donc, et c'est là qu'on va clarifier. On a un problème de départ. Et souvent, je crois, et je pense pour ce que je vois quand j'appuie les enseignants et pour ce que je faisais, des fois, on oublie de partir d'un vrai problème, d'une situation ou de quelque chose de pertinent pour les élèves. C'est là qu'on va formuler une ou plusieurs questions à répondre. Et ensuite, on va faire la collecte de données. Et là, comment faites-vous la collecte de données? Comment on varie ça? Donc, on va aller voir des façons d'engager les élèves. Ensuite, on va organiser les données. Il y a différentes façons de les faire et c'est là vraiment qu'on met l'emphase sur les représenter de façon appropriée, choisir les diagrammes appropriés. Je vais vous montrer comment la technologie pourrait nous aider avec ça pour nous faire économiser du temps, mais aussi pour appuyer les élèves à bien choisir les diagrammes. Puis ensuite, dans l'analyse de données, où là où on va aller comparer les données, on va aller donner un sens. Et ce que je veux aussi, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez, pour moi, une chose importante, c'est de se servir des données statistiques, comme les moyennes, comme le mode, comme l'étendue, pour formuler des arguments. Donc, que ça soit enseigné intégré à l'analyse de données et pas enseigné complètement à part. On va apprendre à calculer une moyenne. Mais ultimement, toutes ces données statistiques-là nous servent à analyser nos données. Donc, on va essayer d'aller voir ça. En passant, ce visuel-là vient de la ressource du CFARP à vue d'œil. Et à vue d'œil, c'est un remaniement des guides d'enseignement efficace. Peut-être que vous avez déjà exploré ça, c'est sorti officiellement l'année dernière. Donc, et c'est une ressource extraordinaire. Donc, je vous ai mis le lien direct. Je vous invite à aller explorer cette nouvelle ressource vraiment intéressante et utile. Donc, je vais passer chacune des étapes des 3 grandes sections de nos contenus pour l'attente D1. Donc, on va commencer avec la connecte et l'organisation des données. Donc,
le but principal de la collecte et l'organisation de données, c'est d'obtenir des informations, mais en vue de répondre à une question. Là, je vous ai dit, on allait réfléchir à comment engager les élèves. La question qui va être choisie, ce qu'on va choisir comme question, c'est le début de l'engagement de l'élève. On doit vraiment aller piquer leur curiosité. On veut que les élèves désirent ramasser, organiser les données, interpréter, puis comprendre que dans la vie de tous les jours, quand des gens ramassent des données, c'est parce qu'ils ont un problème ou une question à répondre. Et une question qui est pertinente parce qu'ils veulent formuler un argument, prouver un point, aller chercher, faire changer les opinions des gens, faire changer les habitudes des gens. Donc, il faut, les questions qui vont être pertinentes pour les élèves vont souvent provenir de discussions, d'événements, d'activités de la salle de classe, d'autres sujets d'intérêt, d'autres domaines ou d'autres matières qu'on va traiter avec les élèves. Donc, quand j'enseignais ou ce que je vois, on prend souvent, comme je vous dis, et là, je vous donne des questions que je vois, là, peu importe, préféré des élèves. Mais le préféré des élèves peut être pertinent si c'est pour choisir quelque chose pour une activité ou, par exemple, je vais vous donner un exemple de l'industrie automobile qui veut mettre en place une nouvelle couleur de voiture. La couleur préférée pour une voiture pourrait être des données qu'ils vont aller ramasser pour les aider à choisir les couleurs qu'ils vont mettre sur les voitures, n'est-ce pas? C'est pertinent à l'heure. Ça permet de formuler un argument persuasif en fonction de qu'est-ce qu'on va mettre en production pour nos consommateurs. Donc, ça, c'est important que les élèves comprennent ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'avant même la question, on doit avoir une intention, un problème, une situation engageante pour les élèves. Donc, voici quelques idées. Il y en a qui proviennent du curriculum, il y en a qui proviennent de moi-même, d'activités ou de choses qu'on a fait avec les élèves. Donc, et je vais vous inviter après, que je vais avoir passé à travers certaines idées, s'il y en a qui en ont d'autres, de partager. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, j'enseigne pour un conseil catholique et il y a une école avec qui je travaille qui, à chaque fois qu'elles vivent la première communion avec les élèves, donc elles organisent un dîner partage. Mais ça pourrait être dans n'importe quelle autre école, un dîner spécial qu'on fait à l'école. Et là, ça pourrait être notre prémisse de dire, OK, on veut organiser un dîner, il faut choisir un menu, il faut choisir quelque chose. On va ramasser des données, puis on va établir notre donnée, on va formuler des arguments persuasifs pour quel va être notre menu en fonction des goûts des élèves. Donc, ça, c'est une intention qui touche le vécu des élèves, qui est intégrée à la vie, qui n'est pas, ah, on fait le domaine des données, trouvons une question qui répond à rien. Donc, plus on va être capable d'intégrer des intentions en lien avec certaines activités comme celle-là, va faire que les élèves vont être engagés. 5e année, on voit le corps humain. Donc, on pourrait se questionner sur les habiletés des mains gauches, des mains droites. Il y en a qui sont droitiers pour tout ce qu'ils font, il y en a qui sont gauchers pour tout ce qu'ils font, il y en a qui utilisent les deux mains. Donc, on pourrait essayer de vouloir aller s'informer et voir comment ça se passe dans l'école, dans notre salle de classe. Donc, on pourrait vivre une expérience avec combien de fois puis-je lancer le sac de fèves dans le cerceau avec ma main gauche, avec ma main droite. Donc, c'est intégré à une autre matière pour être très pertinent. En sciences aussi, dans certaines années, on bâtit des ponts. Donc, et il y a des expériences de bâtir avec des spaghettis. On pourrait aller rechercher quelle masse nos ponts faits de spaghettis peuvent être supportés. En fin d'année, beaucoup d'enseignants, on a à faire des commandes. On pourrait impliquer les élèves à, OK, là, j'ai besoin de faire des commandes pour l'année prochaine. Donc, on va faire une étude sur ce qu'on a utilisé cette année. Et là, voyez-vous comment on pourrait utiliser des mesures statistiques, donc des moyennes de combien de crayons les élèves vont utiliser dans un mois. Donc, ramasser des données dans l'année pour nous aider à planifier en fonction des réels besoins de la salle de classe.
Par moment, on peut avoir des journées récompenses. Donc, par exemple, si on vit une journée cinéma à la fin du semestre ou du mois, on pourrait ramasser des données pour choisir le film, mais pas juste le faire comme un petit sondage rapide. Vivre tout le processus d'enquête avec les élèves et leur donner cette tâche-là de nous aider à décider du film. Et le domaine de données devient intégré pour eux en fonction de présenter un argument du film qu'ils voudraient voir. Ça pourrait être aussi à la grandeur de l'école. On veut organiser un club de sport pour le dîner. On ramasse des données, des préférences des élèves pour décider du club. On pourrait aussi avoir au niveau écologique ou de la santé des intentions de comparer la moyenne d'activités physiques que les élèves de l'école ou que les familles font actuellement avec ce qui est préconisé par Santé Canada. Et ensuite, on pourrait même pousser à faire, OK, quels pourraient être les moyens qu'on pourrait améliorer notre moyenne en vue que tout le monde soit plus en santé dans l'école? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et faire même une campagne. Et là, pourrait avoir beaucoup de sens à publier des infographies, pour sensibiliser tout le monde à bouger, que ça va nous rendre plus en santé et de comment on pourrait le faire. Plusieurs écoles ont aussi des programmes de petit déjeuner. On pourrait impliquer les élèves dans les choix des menus, à ramasser des données et à vivre le processus d'enquête. Donc, pour moi, c'est la clé du succès d'engager les élèves dès la collecte et l'organisation des données et de ne pas faire ça en détaché. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées ou qui ont des questions? Je vous invite à ouvrir le micro ou encore à écrire dans la boîte de clavardage. Oui, j'aime beaucoup Rita. Récompenser les élèves pour une sortie au parc, demander de choisir les activités qu'ils aimeront faire, ramasser des données pour commander des jeux pour la récré. Oh, quelle bonne idée! Surtout que nos élèves, nos directions nous demandent souvent ça et nous donnent des budgets. Ça pourrait être à l'échelle de l'école en plus, définitivement. Merci à Stéphanie et Rita qui ont partagé. S'il y en a qui ont d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre. Mais pour moi, avoir une intention reliée au vécu, aux questions des élèves, aux autres matières qu'on enseigne est la première clé du succès pour engager nos élèves dans le processus d'enquête. Et j'aimerais aussi vous inviter à réfléchir à vos méthodes de collecte de données. Quand je me promène dans les salles de classe ou même ce que j'ai fait moi-même, je vois beaucoup des élèves qui vivent le troisième qui est là, l'entrevue. Donc, on va se promener avec un tableau. Oh, j'adore, Nathalie, ton idée. Préparer une pièce de théâtre. Et en plus, on peut faire de l'intégration avec le français et la lecture et l'écriture même. OK. Donc, je reviens. L'entrevue, c'est le mode que je vois le plus souvent en salle de classe. Donc, les élèves vont avoir un tableau, vont écrire le nom des élèves, vont aller poser la question, vont mettre des crochets, vont mettre des des marques, là, des tally-marques qu'on appelle. Donc, ils vont faire ça en direct. J'ai même vu des classes qui envoient des élèves dans d'autres salles de classe pour aller. Donc, l'entrevue, je crois que c'est un mode qu'on vit souvent. Est-ce que vous avez déjà vécu des observations? Donc, et là, vous savez l'exemple que je vous disais, l'intention des ponts de spaghetti. Donc, là, ça pourrait être une grille d'observation où on vit une expérience, les élèves observent. On pourrait mettre pour calculer le poids, mettre des cubes sur chaque pont jusqu'à temps que le pont tombe et de voir le nombre de cubes et ramasser les données à l'aide d'une grille d'observation et d'expérience. Il y a aussi l'expérience. Les deux se rejoignent un peu, là, mais il y en a une, on observe, l'autre, l'expérience aussi de lancer le nombre de poches que je vous disais pour la main gauche, main droite, pour être une expérience. La technologie peut être plaisante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait faire ça, mais c'est comme une entrevue, mais c'est une entrevue sous forme électronique qui nous aide à ramasser des données. Donc, demander aux élèves de partager un Google Form
de faire un Google Form, de partager un Google Form. Et là, ça peut être intéressant de même partager aux familles de l'école d'une façon beaucoup plus efficace et la technologie nous permet de comptabiliser et d'avoir des données rapidement et de rendre ça plus facile de ramasser des données à plus grande échelle. Donc, c'est un moyen qui pourrait être très, très intéressant. J'ai même vu une expérience dans un conseil anglophone où il voulait savoir les saveurs préférées de crème glacée, de voir, c'était une étude en lien avec études sociales, pour voir si les goûts de sortes de crème glacée pouvaient changer selon les villes ou selon les pays. Ils ont créé la classe de 5e année, je crois 4e ou 5e, ont créé un Google Form et ils ont partagé ça sur Facebook, dans les médias sociaux, et ils ont demandé à les familles de communiquer avec leurs familles qui vivaient dans d'autres villes, dans d'autres régions. Et ils ont même eu des réponses qui venaient de d'autres pays, parce qu'il y en a plusieurs qui avaient des amis ou des liens. L'enseignante avait partagé dans le temps Twitter ou X, le Google Form, et ils ont ramassé des données à grande échelle pour voir, et ils ont analysé si les goûts alimentaires pouvaient changer d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre. Donc, je vous invite, il y en a plusieurs qui mettent des bonnes idées là, dans la boîte de clavardage, donc je vous invite à les lire. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez avec ça, c'est essayer de réfléchir aux méthodes de collecte de données que vous faites, de les varier, parce que derrière chacune de ces méthodes-là, on va aller peut-être engager différents types d'élèves. Donc, ça peut être intéressant de varier ça. Donc, j'ai maintenant terminé avec la collecte de données. Je tombe à la deuxième grande section de nos contenus, qui est la visualisation des données. Dans la visualisation des données, c'est là où on va vraiment faire les diagrammes. Donc, et il y a beaucoup de vocabulaire et de techniques dans ça. Le glossaire du programme cadre de mathématiques et particulièrement les appuis pédagogiques vont vous aider énormément. Et il y a une classe qui a utilisé ça parce que c'est en ligne. Donc, les enseignants ont utilisé ça pour créer dans un journal mathématique un glossaire des diagrammes qu'il y avait à voir avec des visuels, les caractéristiques et tout. Vous avez tout à l'intérieur du programme cadre. Donc, en passant, le mot diagramme seul, c'est le terme général utilisé pour désigner une représentation schématique d'un ensemble de données. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me nommer l'illustration qu'il y a là? C'est quel genre de diagramme? Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'essayer? C'est un nouveau diagramme du programme 2020. C'est le diagramme à bande empilée, hein? Qu'on voit, si ma mémoire est bonne, c'est 5e année, mais oui, merci Marie-Michel. Je crois que c'est 5e année, mais c'est au cycle moyen que ce diagramme-là apparaît. Donc, je vous invite, dès que vous avez un problème, vous lisez le programme cadre, d'utiliser les appuis pédagogiques, parce que dans les exemples, vous pouvez même trouver ces visuels-là. Un logigramme. Un logigramme, c'est beaucoup utilisé lors de la collecte et l'organisation des données, parce que ça permet de visualiser de façon globale et le mot logique est très important. Donc, vous n'avez un à gauche, vous reconnaissez le diagramme de Venn, qui est un logigramme, le diagramme à arbre, celui-là a 3 attributs. Le diagramme de Carroll aussi est un logigramme. Donc, on les retrouve beaucoup dans l'organisation des données dans le programme. Et à partir de la 4e année, donc au cycle moyen, on a de faire des infographies. Donc,
Une infographie, c'est une représentation graphique et visuelle d'informations données dont le but est d'être rapidement et facilement discerné par le lecteur, la lectrice. Donc, une infographie, dans l'infographie, c'est là qu'on fait des diagrammes et on les intègre dans les infographies pour justement faire ressortir nos arguments persuasifs ou nos analyses de données. Souvent, on a un but précis, hein? Comme on veut que quelque chose arrive ou on veut soit informer les gens, on veut faire changer des habitudes, on veut... oui, on a un but derrière ça. Donc, il y a des mots qui sont restreints et c'est là qu'on intègre des diagrammes ou des logigrammes. Des fois, il y en a un, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a plusieurs, mais c'est quelque chose qui est assez concis. Est-ce que si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Donc, dans mon rôle de conseillère pédagogique et aussi avec la FEMO, je me rends souvent dans plusieurs congrès mathématiques. Et l'année dernière, il y a une dame avec laquelle je suis tombée et c'est pour ça que j'ai décidé de présenter cet atelier. Je voudrais faire vivre une activité intéressante qui vient de Jenna Leb. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu les Slow Reveals Graph, que j'ai traduit avec une révélation lente des informations d'un graphique. Ce genre d'activité permet vraiment de s'approprier les différents diagrammes et leur signification. Donc, sur le site Slow Reveals Graphs de Genaleb, il y a plusieurs collaborateurs, donc plusieurs grands noms de l'enseignement des mathématiques et de chercheurs au Canada, en Ontario, mais je vous dirais à la grandeur du Canada et aux États-Unis. Jenna Leb est américaine. Et moi et une collègue de l'Est, conseillère pédagogique, Geneviève Boulanger, on a traduit certains avec la permission de Jenna Leb que je vous fais vivre. Et là, je vais avoir besoin euh, que vous répondiez dans la boîte de clavardage. Donc, je vous en fais vivre deux et c'est deux que le premier pour moi est plus cycle primaire. Et le deuxième, je vais vous en faire vivre deux, cycle moyen, et je vous partage la présentation. Vous pourriez les vivre avec vos élèves. Donc, que remarquez-vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous demandez? Il y a des choses que vous remarquez ou vous vous demandez dans ce diagramme. Je vous demanderai d'écrire dans la boîte de clavardage. Il y a un mode, il y a deux résultats semblables. Il manque des informations, le titre, les étiquettes, le diagramme est croissant. Excellent. Quelle est l'information? On ne sait pas de quoi ça parle, hein? On n'a pas de données, Stéphanie. Maintenant, je viens d'ajouter quelque chose. Quelles sont les informations qu'on vient d'apprendre? Selon vous, de quoi ce diagramme parle-t-il? Ça nous donne des réponses. De quoi ce diagramme parle-t-il, vous pensez? Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Ça parle des mammifères, OK, mais on n'a pas encore la question. Qu'est-ce que je viens d'ajouter maintenant? Ça parle des êtres vivants, OK, des bébés mammifères, OK. Qu'est-ce que je viens d'ajouter maintenant et quelles autres informations on a maintenant? On a les quantités, les nombres. Est-ce qu'on pourrait être plus précis? La quantité de lait bu, OK. Donc, peut-être que là, maintenant, ça vous donne une idée de
De quoi ça pourrait parler? La quantité de lait bu. On a encore besoin des axes et des titres. Hein? On a un titre, les mammifères. Donc, quelqu'un avait raison tantôt. Et je vous dis, en salle de classe, pour l'avoir vécu avec des élèves, quand oh, je savais que ça parlait des mammifères. Ce genre d'activité-là promouvoit vraiment l'engagement des élèves quand on les implique à chercher. Donc, est-ce qu'on a une information par rapport à la vache? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à la vache? Et là, on pourrait, avec les élèves, faire ressortir le 20. Et pour le chat, qu'est-ce qu'on voit? 26. Ça pourrait être 26 quoi? Il y a quelqu'un, Thérèse nous disait que ça pourrait être la quantité de lait qu'il boit. Oui. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on je viens de faire apparaître? Qu'est-ce que je viens de faire apparaître? Donc, le diagramme parle vraiment du nombre de dents de bébé par un mammifère. Et là, on pourrait expliquer aux élèves que, tu sais, quand tu es bébé, hein, tu as des dents de lait, hein, des dents de bébé qui vont finir par tomber puis être remplacées par d'autres dents. Mais c'est la même chose aussi pour tous les autres mammifères. Maintenant, je vous pose le... Oui, définitivement, Stéphanie, ça montre de bien compléter les données et tout ça. Et en même temps, on voit toutes les caractéristiques et ce qu'on a besoin pour un diagramme. Donc là, je vous demanderais les couleurs. Voyez-vous, derrière la vache, il y a la couleur bleue, derrière le bébé, la couleur jaune, et ensuite, on voit la couleur rose. Qu'est-ce que ces couleurs pourraient démontrer? Les bébés ont des dents, Guylaine, mais c'est que les premières dents qui vont pousser sont des dents de lait. Quand elles ont toutes poussé, ce sont les dents de bébé qu'on appelle, mais pas à la naissance elle-même. Qu'est-ce que les couleurs pourraient vouloir dire? Le bleu, le jaune, le rose, vous pensez? Il y en a qui auraient une idée? Le type de dents? Oui, merci, Julie. Le type de dents? Il y a quelqu'un d'autre qui voudra prendre une chance? Si j'étais en salle de classe avec les élèves, je vivrais probablement un pense-parle-partage, hein, pour les faire engager le plus d'élèves à la réflexion. Mâle, femelle, deux sexes, oui. Là, il y a quelqu'un qui me demande le lien de la présentation. Donnez-moi une seconde, là, je vous l'ai fait afficher. Je vais aller chercher le lien, mais j'aimerais ça, si c'est possible, de ne pas aller voir plus loin parce que vous allez briser mon activité. Donc, je vais mettre le lien dans la boîte de clavardage, mais s'il vous plaît, ne pas l'ouvrir. Donc, notre légende, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Et là, je vous la fais afficher. Herbivore, omnivore et carnivore. Et là, on pourrait voir qu'est-ce qu'un herbivore? Qu'est-ce qu'un carnivore? Oh oui, Glenn, peut-être pour les daltoniens, c'est pas la meilleure c'est pas le meilleur diagramme. Mais on pourrait peut-être écrire à côté les couleurs bleues. Donc, si dans ma classe, parce que vous savez, on a pris ça de Genaled et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des images. Donc, on pourrait le rendre, l'adapter pour ceux qui auraient des problèmes avec les couleurs en écrivant le nom des couleurs à côté. Donc, on pourrait faire ça. Merci de ce commentaire qui est très pertinent. Donc, voici le diagramme complet. En passant, la source est là.
Et c'est important avec les élèves de discuter des sources des diagrammes, hein. On n'oublie pas qu'on veut ultimement parler de développer la pensée critique des élèves. Donc, voici vraiment une activité qu'on peut faire en début d'un bloc qui amène vraiment les élèves à réfléchir. Et celui-là, je l'aime beaucoup et vous pouvez le reprendre si vous voulez. Comme je vous disais, on a eu la permission de Jenna Leb, mais sur le site, vous allez voir qu'il y en a plein, plein et il y a différentes sortes de graphiques. Je vous en fais vivre un deuxième, même principe. Merci de votre participation. Celui-là, pour moi, je l'utiliserai plus au cycle moyen. Même chose. Que remarquez-vous? Que vous demandez-vous? Donc, avec celui-là maintenant, je viens d'en mettre un. Est-ce qu'il y en a que vous vous demandez des choses, remarquez? Donc, quand celui-là, je l'ai vécu avec des élèves. Il y en a qui m'avaient demandé pourquoi il y a une couleur blanche et une couleur rose en haut. Il y a deux couleurs exactement, Julie. C'est la première chose que les élèves avaient notée. En dessous la moyenne, au-dessus, OK, intéressant. Données différentes, on peut calculer, oui. Je fais avancer. Vous voyez maintenant d'autres données. Quelles sont les informations? En quoi cela change-t-il votre façon de penser? Qu'est-ce que vous pensez? Ça serait ma question principale. Qu'est-ce que vous pensez que les bandes veulent dire? Le degré sonore, OK. Des décibels. Wow, vous êtes bon. Oui, définitivement. 40 décibels. Et là, on pourrait parler avec les élèves. OK, qu'est-ce que c'est des décibels? Hein? Pour voir que c'est la mesure du son. Donc, je présume que vous le savez tous, mais on pourrait aller là avec les élèves. Donc, si la pluie est 40 décibels, conversation, c'est combien de décibels, vous pensez? Il y en a qui disent 60, il y en a qui disent 80, 60. Oui, hein? Chaque petit bloc on pourrait regarder avec le 10, il y a 40 décibels, donc un bloc vaudrait 10. Combien serait le concert de rock? Ou la télévision? Bon, ouais, je vous laisse. Concert de rock ou la télévision? On pourrait questionner pour aller chercher les autres données et confirmer. Encore là, dans ces discussions-là, je vous encourage avec les élèves à insérer énormément de PPP pour que tous les élèves soient engagés et qu'ils ne vous écoutent pas, mais que leur cerveau n'est pas là. Donc, quelqu'un dit 105 pour le concert de rock. On va aller vérifier. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que le rose veut dire et que le blanc veut dire? Qu'est-ce que vous pensez que le rose et le blanc voudraient dire? Trop de décibels? Le dernier est 140 décibels. Et définitivement, 85 décibels et plus pourraient endommager l'audition. Donc, définitivement, le rose, c'est ce qui serait dangereux pour Louis. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui m'a dit le 140 décibels serait un avion. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres idées? Qu'est-ce que pourrait être le 140? Hmm. On a quelqu'un qui nous dit l'avion, donc je vous le fais afficher, c'est les feux d'artifice. Travailler en usine, un pétard, OK. Et là, on pourrait questionner les élèves sur d'autres activités. Qu'est-ce qui pourrait être les décibels? Donc, vraiment, le titre du diagramme est trop fort?
avec la source. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'oublie. Ah oui, la question primordiale qu'on pourrait poser après, particulièrement au cycle moyen, mais on pourrait aussi au cycle primaire, à qui vous pensez que ces données-là pourraient être utiles? Parce que comme je vous disais au début, on ne ramasse pas des données pour le trip de ramasser des données. Dans la vie de tous les jours, il y a des raisons pour lesquelles on ramasse des données, hein. Le gouvernement ramasse énormément de données pour des subventions, pour des programmes, pour informer les gens sur certaines situations. À qui pourraient servir ces données-là? Et ça peut mener à de vraiment belles discussions. Parce qu'il y a toujours un but derrière la collecte, l'organisation, la visualisation et l'analyse des données. À la ville, définitivement. Au grand public. À savoir, hein, je ne sais pas si vous avez, et là, j'aurais probablement la discussion parce que j'ai vu beaucoup de feux d'artifice cet été. Est-ce que vous avez vu des gens qui apportent des coquilles pour les enfants ou les bébés? Donc, pourrait être ça. OK? Donc, là, le site de GenaLab, je vais vous montrer à la fin, mais il y en a plusieurs autres que vous pouvez utiliser. Tout est prêt pour vous. Il faut les traduire, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré, on a juste mis des blocs par-dessus à traduire. Ça se fait assez rapidement. OK? Oui, vous avez plein de bonnes idées. J'adore ça. OK. Je vais vous parler de la technologie. OK? Donc, comment ça peut être utile pour visualiser les données, puis aider les élèves, parce qu'à quelque part dans le curriculum, on doit amener les élèves à choisir le diagramme le plus approprié. On leur en montre plusieurs au fur et à mesure des années scolaires parce que, ben, il y a certaines données qu'un diagramme à bande, c'est pas la meilleure façon d'illustrer les données, malgré que je vous en ai montré beaucoup, là. Peut-être ça va être un diagramme circulaire. Peut-être ça va être un diagramme à bande empilée comme tantôt. Peut-être ça va être un pictogramme qui va être le mieux. Donc, la technologie peut nous aider. Donc, mettons que j'aurais mon intention, en début d'année, dans mon coin, il y a la majorité des écoles pour les journées, les soirées portes ouvertes, ils organisent un barbecue. On va faire le menu pour les portes ouvertes, on va participer à ça, mais on voudrait connaître les préférences alimentaires des familles parce que, et voici, donc, un Google Form qu'on pourrait donner et je vous donne le lien. Je vais aller, j'ai copié le lien pour vous et je vous le mets dans la boîte de clavardage. J'aimerais, allez-y le remplir. Et là, je crois que vous voyez mon Google Form. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les Google Forms, c'est assez facile à répondre. Et quand vous l'avez créé, je vais juste vous remontrer quelque chose. Quand je rentre dedans, si vous l'avez créé ou l'élève l'a créé, on va cliquer sur le petit crayon en bas à droite et vous allez accéder à ça. Et là, vous allez voir, il y a déjà 4 d'entre vous, 5 qui ont répondu. Et là, quand je vais dans les réponses, et c'est ça que je voulais vous montrer, on a des diagrammes là qui nous illustrent déjà les données. OK? Donc, ça peut être très intéressant de visualiser les réponses même dans le Google Form. OK? Donc, et comme je vous disais, le Google Form, je ne reviens pas, là, je regarde le temps qui passe, mais nous permet vraiment d'aller, on peut aller sonder les familles avec ça, on peut sortir notre salle de classe et ça peut devenir super intéressant pour ça. Donc, et là ensuite, on pourrait utiliser Google Sheet ou Excel, c'est la même chose. Et c'est tellement facile de faire des diagrammes et en passant, il y a beaucoup de liens. Programmer un Google Sheet, on peut faire beaucoup de liens avec le domaine d'algèbre et le codage. Donc, j'avais rempli d'avance des réponses fictives. Et pour le premier en haut, j'ai créé un diagramme. Je vous le montre, il est sur la feuille 2.
Et là, je pourrais aller vouloir modifier mon graphique. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux choisir. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on peut, vous savez comment c'est long faire des diagrammes aux élèves? Peu importe le diagramme, c'est très, ça prend beaucoup de temps. Mais quand on veut amener les élèves à quel diagramme serait le plus approprié pour vraiment représenter et faire ressortir ce qu'on veut faire ressortir avec nos données, la technologie nous permet de le faire rapidement. Donc, voyez-vous ici, je pourrais montrer que pensez-vous si on faisait un diagramme comme ça, à secteur, et c'est juste dans les types de graphiques. Que pensez-vous si on le représentait de façon horizontale au lieu de verticale? Et là, si je vais dans tous les graphiques ici, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, hein, selon les données. Il y en a énormément qu'on pourrait choisir et aller d'une façon très efficace dans le temps permettre aux élèves de visualiser. Je reviens à ma feuille de départ, je vous montre, j'ai rentré les données, le titre, j'ai rentré les réponses, les choix et les réponses. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans Insertion, puis là, je veux le trouver, graphique. Et voici ce qui apparaît. Par défaut, ça m'a fait celui-là, mais je peux aller changer, comme je vous disais ici. Et là, ce que moi, j'avais fait après, c'est que j'avais déplacé vers sa propre feuille, où là, je peux aller voir le graphique comme il faut. Donc, je vais en survol, mais vous savez que sur YouTube, vous pouvez aller chercher à peu près n'importe quoi pour vous aider avec la technologie, mais vraiment, c'est assez simple et ça permet d'une façon efficace de se rendre rapidement à la visualisation qui, en salle de classe, peut prendre du temps. Ceci dit, il faut quand même faire manuellement sur papier des diagrammes aux élèves pour qu'ils comprennent les caractéristiques, mais la technologie nous permet d'aller comparer rapidement des diagrammes. OK? Donc, je vous encourage à aller utiliser ça. Et je termine avec l'analyse de données. Là, je vais passer rapidement parce que les questions, je vous partage le lien, sont là. L'analyse de données, gardez en tête qu'il y a 3 niveaux. Et je vous inviterai à réfléchir à travers les niveaux à est-ce qu'il y a un niveau que, oh, moi, je suis surtout là quand je fais de l'analyse. Je ne vais pas à l'autre. Donc, les 3 niveaux sont importants. Et dans À vue d'œil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ressorti pour chacun des niveaux des questions. Et donc, voici des exemples de questions pour la lecture de données, où on fait vraiment juste lire les données. Ensuite, établissement de liens. Les catégories c'est là qu'on va comparer les données entre elles, qu'on va souvent faire des calculs. Et ensuite, on a la lecture au-delà des données. Et c'est souvent là qu'on va aller réfléchir à, OK, est-ce que ces données-là seraient pertinentes dans d'autres milieux, d'autres villes? L'exemple de la crème glacée que je vous donnais tantôt, est-ce que le goût, les sortes préférées de crème glacée sont les mêmes, même si on change de ville ou de région ou de pays? Donc, ces questions-là, je vous invite à en insérer. Et là, je vous c'est aussi important dans l'analyse de données de vivre des résolutions de problèmes avec des diagrammes ou avec des données. Donc, voici un problème qui nous vient de Making Math Meaningful de la très grande Marianne Small. Donc, je vous invite à essayer de résoudre ce problème-là. On se donne 3-4 minutes. Essayez-vous. Ça sera un problème pour 6e année. Créer un ensemble de données avec une moyenne de 10, une médiane de 5, une étendue de 33. Allez-y, faites-moi signe dans la boîte de clavardage quand vous avez trouvé.
Donc, Louis vient de nous indiquer qu'il reste 3 minutes. Je sais que je vous laisse pas beaucoup de temps, mais voici, j'espère que vous avez commencé à essayer. Donc, c'est un problème qui devrait être engageant, qui s'adresse aux 6e année parce que c'est juste en 6e année qu'on voit l'étendue. Voici une réponse possible. 1D 5, 8, 34. Le problème, je voulais vous questionner pour savoir comment on aurait pu modifier le problème pour d'autres niveaux scolaires. Donc, on aurait pu enlever l'étendue, hein, créer un ensemble de données avec une moyenne de 10. On aurait pu, et ça pour être 3e année, on aurait pu créer un ensemble de données avec une moyenne de 10 et une médiane de 5 pour être 4e année. Première, 2e année, ça pourrait être créer un ensemble de données avec que le mode est jaune, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, on pourrait le modifier comme ça. Je vous ai aussi donné d'autres exemples de résolution de problèmes que j'ai vécu avec des enseignants et des classes. Donc, comme vous voyez, il grade l'exemple 1 à 4 grades en niveau. Donc, je vous lis l'exemple 2. 6 classes d'une école ont fait une levée de fonds pour leur voyage de fin d'année. La moyenne de l'argent ramassé, 143 $ pour l'école. À quoi pourrait ressembler un diagramme à bande qui montre l'argent ramassé pour chaque classe? Donc, on pourrait se rendre même en plus qu'ils créent l'ensemble de données, ils font un diagramme. Et on pourrait même, dans les autres exemples, on leur laisse choisir le diagramme qui serait le mieux, puis on a rajouté des contraintes. Donc, vivez des résolutions de problèmes avec le domaine de données, allez au-delà de ramasser des données, les représenter avec un diagramme, puis juste poser quelques questions qui vont à un niveau superficiel. Plus vos intentions vont être pertinentes liées au vécu des élèves, plus vous allez les engager dans différentes activités, vous en avez fait vivre des différents aujourd'hui, vous allez engager vos élèves et ils vont développer cette pensée critique très utile dans un domaine, dans un monde rempli de données. Voici les liens aux ressources principales que j'ai utilisées. Allez voir le Slow Reveal Graph. Je vais juste l'ouvrir rapidement pour vous montrer. Ça, c'est le site. Si vous allez dans les ressources pour la classe, il y a des graphiques pour les classes élémentaires. Et quand vous descendez, si vous cliquez sur un, par exemple, celui-là, puis vous voyez qu'il y a différents, vous avez toute la présentation faite pour vous. OK? Donc, vous avez accès. Donc, allez regarder ça. J'espère que je vous ai outillé à engager les élèves dans le processus d'enquête et l'analyse de données. Je vous l'ai dit tantôt, mais n'oubliez pas que ces ateliers mathématiques sont en collaboration avec la FEMO. On fait des vraiment belles choses à la FEMO. Je vous invite d'être membre cette année. C'est sûr, on a 2 mini-conférences. Merci de dire, bien évidemment, Thérèse. On a un super site web, puis on a tous des enregistrements de tout ce qu'on a fait comme conférences, ateliers. On a des grands noms qui présentent pour nous. C'est vraiment un beau réseautage. Donc, on a une page Facebook, Instagram, site web. Voici mes adresses courriel. Voici le lien à la présentation. Mais je vous le mets aussi dans la boîte de clavardage pour ceux qui n'auraient pas de téléphone. Ça. Et la seule chose qui me reste à vous mettre dans la boîte de clavardage, c'est le lien du formulaire de satisfaction du CFORP. Je vous demande de le remplir. Il arrive dans un instant. Le voilà. Le SurveyMonkey. Je vous remercie énormément. J'ai dépassé d'1 minute, Louis, mais merci à tout le monde de Il n'y a votre pas de problème. participation. Alors, écoutez, moi, merci Nathalie pour cette formation. Et j'arrête l'enregistrement à l'instant.